Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Salut ma gueule, c'est John Michael, et j'ai une question pour toi. Tu sais ce que c'est qu'une attaque de l'homme du milieu? Non? Eh ben laisse-moi t'expliquer ça, mon con. T'es là, peinard, dans un lieu public, tu te connectes à un wifi public, sauf que boum, c'est un faux réseau hébergé par un hacker mal intentionné. Ah, le fils de chacal. Et il suffit que tu te connectes à ta banque à ce moment-là pour qu'il puisse récupérer tes données de connexion. Sauf que j'ai une solution rien que pour toi, mon con. Et cette solution, elle s'appelle NordVPN. NordVPN, c'est un logiciel qui va protéger ton trafic web privé de toute interférence externe. Ton adresse IP sera masquée et tes données chiffrées. Tu pourras donc naviguer en toute sécurité. C'est pas beau ça? Et grâce à sa protection anti-menace, plus moyen d'atterrir sur des sites douteux, de télécharger des virus ou d'être confronté à la surveillance et à des publicités intempestives. Donc si jamais t'as l'habitude de te connecter à des wifi publics, t'auras pas de soucis à te faire. Et ce qui est cool, c'est que tu peux l'utiliser sur tous tes appareils, Windows, macOS, Linux, iOS, Android et même avec certaines Smart TV. Et tu pourras même l'utiliser en simultané sur 6 appareils avec un seul et même compte. Et en plus, j'ai une offre pour toi. En cliquant sur le lien dans la description, tu auras droit à une super réduction sur l'abonnement de 2 ans et on t'offre même 4 mois gratuits. Et si jamais tu doutes encore, tu bénéficieras d'une garantie satisfait ou remboursée de 30 jours. Alors fonce, tu m'en diras des nouvelles. De rien ma gueule. Yo, au programme aujourd'hui, Doom Annihilation. Youpi, on s'éclate. Suite à l'échec critique et commercial de Doom, les studios Universal prirent logiquement la décision de ne pas aller plus loin avec une hypothétique suite. Perso, j'en aurais bien repris un morceau, mais bon. Adieu les plans de franchise donc, car leur band ne remplirait pas dans le rôle de John Grimm et les démons ne feraient pas leur retour pour envahir la Terre. Et chez Universal, on évita le sujet pendant plusieurs années, même si courant 2011, la rumeur courut que le studio cherchait à produire un reboot. Une idée rapidement abandonnée. En 2015, un certain Tony Giglio déjeune avec une productrice du studio. Et avant d'aller plus loin, on va déballer le CV du bonhomme. Donc, Tony Giglio a commencé sa carrière comme assistant de production sur Mort au vif de Sam Raimi et Hate de Michael Mann. Des débuts respectables. Il enchaîne ensuite avec d'autres grosses productions des années 90, citant notamment Los Angeles 2013 et Le Pic de Dante, puis décide de passer à l'écriture et à la réalisation à l'aube du deuxième millénaire. Il réalise Soccer Dog, chef-d'œuvre inoubliable, mais aussi Chaos, film d'action avec Jason Statham. Cinéma subtil, bonjour. En 2010, grosse année, il signe le scénario de Death Race 2, le préquel du Death Race signé Paul W.S. Anderson avec Jason Statham, et sert de réalisateur de seconde équipe sur le Resident Evil Afterlife de notre Paul légendaire. Et comme Death Race 2 est un succès, il remet le couvert sur Death Race Inferno et Death Race Beyond Anarchy, autre chef-d'œuvre de subtilité. Bref, le gars, c'est pas forcément le créatif le plus talentueux d'Hollywood. Mais oui, c'est ma conclusion. Et donc, en 2015, il déjeune avec Lisa Gooding de chez Universal 1440, en charge du marché vidéo. Et cette division s'est fait une spécialité dans les suites à bas budget d'anciens succès, en témoignent notamment Backdraft 2, Cœur de Dragon 3, 4 et 5, les Death Race qu'on a mentionnés, et d'autres horreurs comme Bubbleheads le film. Du coup, Giglio il connaît bien l'équipe étant donné qu'il leur a écrit 3 films. Et quand Gooding lui demande s'il n'aurait pas envie de bosser sur une des licences du studio, le scénariste répond du tac au tac. Bah, Doom. Quelle surprise, on l'avait pas vu venir. Mais Gooding est pas persuadé. L'échec du film de 2005 est encore dans toutes les têtes des exécutifs, ce qui fait qu'il ne voit aucun intérêt à travailler sur cette licence. Mais Giglio n'abandonne pas l'idée pour autant. Et lorsque Doom devient de nouveau d'actualité grâce à la sortie d'un nouveau jeu en 2016, nouveau jeu qui fait un sacré carton, il retourne voir ses potes de Universal 1440 et utilise cet argument pour les convaincre. La fanbase de Doom est en train d'exploser, c'est donc le moment idéal pour faire un film. Des dollars plein les yeux, les producteurs lui demandent de leur proposer une ébauche de script. Du coup, il se met au travail et décide avant toute chose de faire une adaptation plus fidèle à son matériau d'origine que le film de 2005. Autrement dit, cette fois, il veut que l'enfer et les démons soient au premier plan. Inspiré par Aliens et Terminator 2 de James Cameron, il décide que le Doomguy sera une Doom Girl, héritière de Sarah Connor et Ellen Ripley. Face à un studio dubitatif, il déclara que de toute façon, le film précédent avait bidé malgré The Rock. Tu marques un point, mon cher Tony. Du coup, Universal donne son feu vert et il se lance dans l'écriture de son script. Son script. Il prend alors contact avec id Software et Bethesda qui possèdent désormais la licence et leur demande s'ils seraient intéressés par une éventuelle collaboration, ce à quoi ils répondent non. C'est étonnant mais le direct ou vidéo fauché, ça fait pas rêver grand monde. Le tournage prend place début 2018 en Bulgarie, s'achève en juin et le film part pour une longue post-production parce qu'il y a quand même 1000 plans à effets visuels à concevoir, ce qui n'est d'ailleurs pas franchement compatible avec la date de sortie prévue pour avril 2019. Mais le studio, qui est apparemment emballé par ce qu'il voit, décide de repousser la sortie à l'automne 2019 et d'accorder quelques jours de tournage supplémentaires à Giglio pour parfaire certaines séquences. Et puis le film sort et c'est de la merde. Étonnant. Du coup, on va se mater ça ensemble, hein. L'histoire prend donc place sur Phobos, une lune de Mars sur laquelle l'USA a établi une base de recherche scientifique top secrète. Parce que pourquoi pas. Là, le docteur Betruger et son équipe s'apprêtent à faire une expérience qui révolutionnera l'industrie des transports. Le but de l'expérience, se téléporter instantanément vers Phobos depuis le Nevada, ce grâce à d'étranges portails. Tiens donc, comme l'arche dans le Doom de 2005. Sur Terre donc, c'est Marcel qui est désigné pour tester le portail, devenant ainsi le Lance Armstrong de son époque. Un petit pas pour Marcel, un sacré film de merde pour l'humanité. Du coup Marcel il est un petit peu anxieux parce qu'autant il est sur le point de se faire désintégrer par le portail. Mais il finit par y aller. Et sur Phobos, Betruger est un petit peu anxieux aussi parce qu'autant on va lui retirer ses subventions, hein. Mais fort heureusement, Marcel débarque sur Mars, déclenchant l'euphorie générale chez les scientifiques du labo. On a réussi! Oula, tu t'emballes, Janine. Alerte, code rouge. Parce qu'en fait, Marcel, il est revenu dans un état un peu particulier.
Eh ben, j'espère que c'est pas les effets secondaires qu'on reste comme attend ce film. Par contre, faut qu'on fasse une petite pause, parce qu'on est d'accord que les scientifiques l'ont vu ressortir du portail comme ça. Je veux dire, bon, nous on le voit de dos, mais si on prend le temps de zoomer, on peut bien voir qu'il a des angles de longueur non réglementaires et une coiffure approximative. Mais ça les a pas alertés. Les mecs, ils se sont tous enjaillés en mode tout est normal avant que ça monte au cerveau quand même. Oui, parce qu'autant vous dire que quand il a quitté la Terre, il ressemblait pas à ça, Marcel, hein. Bref, tout ça pour dire qu'ils ont l'air sacrément à la masse, et ça me fait beaucoup rire. Sur ce, on fait connaissance avec notre personnage principal, Joan d'Arc. Et je déconne même pas. Et franchement, je saurais même pas dire ce qui est le plus ridicule. La référence pas du tout subtile à Jeanne d'Arc, ou le fait que son nom de famille ce soit Dark. Bref, Joan donc se réveille d'une longue biostase de 4 mois pendant laquelle elle a rêvé de la mort de sa mère lorsqu'elle était enfant. Glauque. Joan d'Arc se trouve donc dans un vaisseau spatial à destination de Phobos avec ses collègues Marines, de véritables monstres de charisme avec lesquels on fait alors connaissance. I am Carly and I am the best of all. Oh non, fais chier! Vous croyez vraiment qu'il a fouillé dans nos affaires? Sabine n'est pas loin de la crise de panique car elle semble avoir perdu sa paire de strings fétiches et a peur que le pilote ait fouillé dans ses affaires pendant leur biostase. Une bien triste affaire que nous espérons de tout cœur voir se résoudre avant la fin du film. Il a pas intérêt à avoir touché à mes trucs. Ah ouais, mais fallait pas laisser traîner tes strings, Jean-Michel. Bien vite, Joan d'Arc les rejoint et on perçoit soudainement poindre ce qu'on pourrait appeler une grosse ambiance de merde. L'équipe a apparemment une dent contre elle pour une raison inconnue. Le seul qui reste à table avec elle, c'est Jean-Marc, un scientifique avec lequel elle semble avoir un passif. Tu es très en beauté. Ah, ce lover. Tu es devenu lieutenant et je suis très impressionné. Merci. Et toi, tu t'es tourné vers la science? J'ai toujours été tourné vers la science. C'est vrai. Et l'Oscar des meilleurs dialogues n'est surtout pas attribué à Tony Giglio. Les deux asticots en viennent à parler de leur arrivée prochaine sur Phobos et ils sont pas franchement dans le même délire. Si Jean-Marc est ravi, Joan d'Arc est plutôt aigri. Pendant que ça discute de tout et de rien, et surtout de rien, sur Phobos, Betruger s'apprête à retenter l'expérience des portails. Parce qu'on peut justifier l'état de Marcel de façon tout à fait rationnelle apparemment. Nous avons trouvé des antidépresseurs qui expliquent sans le moindre doute son état actuel. Et ouais, les antidépresseurs ça fait pousser les ongles et saigner des yeux. Faites gaffe. Sauf que grand dame de Betruger, Jean-Philippe, son interlocuteur qui dirige le labo au Nevada, est pas ultra chaud pour remettre ça. Je ne vais pas tout arrêter parce que ses ongles ont trop poussé. Betruger est donc bien déterminé à continuer ses expériences et décide de franchir lui-même le portail lors du prochain test. Pendant ce temps, Jean-Ferdinand, le capitaine de l'équipe des Marines, leur fait un petit briefing sur Phobos et c'est pas une sinécure. Mais monsieur, on doit retenir toutes ces informations par cœur. Vous me fatiguez, Rens. Et puis soudain, ça part en clash. Pourquoi on nous envoie tous là-bas? Y a qu'une personne qui a déconné. T'as déconné, lieutenant. Et on se retrouve tous coincés pendant 3 ans à aller se faire chier sur une lune pourrie. Après que Jean-François ait extériorisé sa colère parce que c'est pas bon de garder tout ça à l'intérieur, ils partent tous se préparer car ils sont sur le point de débarquer sur Phobos. Joan d'Arc échange alors un peu avec Jean-Ferdinand et l'on apprend alors que si tout le monde est envoyé sur Phobos, c'est parce qu'elle s'est fait accuser d'insubordination par sa hiérarchie. Mais heureusement, Jean-Ferdinand est de bons conseils. Pour que nous vainquions nos ennemis, il faut que vous arrêtiez de vous en prendre à vous. Ah, il parle bien, hein. Pendant ce temps, sur Phobos, Betruger est sur le point de se faire téléporter, et comme on n'a qu'une vie et que la sienne est peut-être sur le point de se finir, il se met à dragouiller sa jeune collègue. Vous êtes nouvelle, Véronica Cyr. C'est un nom ravissant. Vous êtes parfaite. Gênant. Et sur le vaisseau, alors que tout le monde emballe ses affaires, il se passe quelque chose d'incroyable du côté de Sabine. Elle retrouve ses strings. Et c'est ainsi que la sous-intrigue du string disparu touche à sa fin. Ça valait le coup. On ne rêve jamais durant une biostase. Ça se résume à fermer les yeux durant un moment. Joan d'Arc a rêvé de sa mère au début du film, donc soit tu dis de la merde Jean-Ferdinand, soit t'écris de la merde Tony Giglio. Ou peut-être que les deux sont liés. Jean-Ferdinand envoie donc un petit message attendrissant à sa femme et sa fille, où il leur explique qu'il regrette d'être parti, qu'elle lui manque et qu'il va démissionner car il est temps pour lui de décrocher. Je veux et je vais rentrer. Il va mourir donc. Au même moment, Betruger franchit le portail sur Mars et s'ensuit une violente coupure de courant. Tellement violente qu'un des scientifiques se fait embrocher la cuisse. Mais comment tu t'es démerdé, gros? Attendez, d'accord. C'est gentil Véro, mais je pense pas qu'il compte se barrer. Et c'est alors qu'une chose émerge du portail. Hors champ pour plus de mystère. Et fort heureusement, c'est à ce moment-là que les soldats arrivent sur place. Content de te voir, Joan. Oui, c'est cool, moi aussi. Waouh, ça c'est de l'alchimie. Mais ils se rendent rapidement compte que quelque chose cloche lorsque le pilote ne reçoit qu'un silence radio de la part de Phobos. Impossible pour eux de pénétrer à l'intérieur du complexe donc. Mais heureusement, Jean-Marc connaît un autre moyen, l'accès d'urgence. Désormais, leur mission sera donc d'évaluer les dégâts et de rétablir les communications. Et ce ne sera pas une promenade de santé. En atteste le signal de détresse envoyé quelques heures plus tôt. C'est marrant, ça me rappelle quelque chose. Sans doute une coïncidence. C'est quoi ce bordel qu'on entend? C'est la preuve que c'est plus qu'un plomb qui a sauté. Badass la punchline. Suite à ça, tout le monde se met en piste. À vos ordres. Oui, capitaine. D'accord. C'est parti. Pas de bière alors? Non Jean-Maurice, pas de bière. La bande d'intellectuels part donc s'armer, et malgré les moqueries de ses camarades, Jean-François exprime sa hâte d'aller dégommer de l'alien. Je suis leur pire cauchemar. Tu dois être le pire cauchemar de beaucoup de monde, mec. Une fois arrivé au niveau de l'accès de secours, Jean-Marc s'aperçoit qu'il y a un léger problème. Énergie de réserve à 2%. C'est mauvais. Ah bah non, penses-tu, 2%, tout va bien. Les soldats finissent ensuite par accéder à l'intérieur du centre, où c'est pas la grosse ambiance. On se croirait dans une tombe.
Jean-Marc annonce alors la mauvaise nouvelle des 2% d'énergie à Jean Ferdinand, expliquant que le manque de courant risque d'entraîner la perte pure et simple des réacteurs nucléaires de la base. Et donc de la base, et donc de la Lune. Il faut donc rétablir le courant de toute urgence. Pour ça, ils se séparent en petits groupes et partent explorer les différents niveaux du centre. Et il va pas se passer grand chose pendant un moment. Voilà, histoire de vous prévenir. RAS. Mais le groupe de Joanne Dark finit par avoir quelque chose à signaler. Et dans ces cas-là, on dit quoi d'ailleurs? QQCAS? Il tombe donc sur un cadavre décapité, mais aussi sur des inscriptions sumériennes en lettres de sang qu'il demande à Daisy, leur IA, de traduire. Nous venons récupérer notre dû. Par la fureur naîtra la justice. Cette fois, plus de fuite possible. Leurs intentions ne seraient donc pas amicales? Pendant ce temps, sur le vaisseau, on constate que Daisy, qui bug un petit peu depuis leur arrivée, se met aussi à faire du sumérien. Sacré virus celui-là. Et le problème, c'est que le virus vient interférer avec leur système de navigation. Du coup, ils se pomment tous comme des cons. C'est pas le bon chemin. D'après les données, c'est forcément ici. Ça ne fatigue pas d'être aussi nul. Visiblement non, c'est un petit peu la coutume locale. Et puis soudain, jumpscare. Et même double jumpscare. Et c'est alors qu'un des soldats finit par tomber sur un zombie en plein festin. Foutus antidépresseurs. Et comme c'est pas hyper poli de déranger quelqu'un qui mange, il récolte la monnaie de sa pièce. Et du côté du deuxième groupe, mené par Jean Ferdinand, c'est une toute autre rencontre qui a lieu, puisqu'il découvre un petit groupe de 3 survivants. Je savais qu'ils ont Toujours aussi mesurée à ce que je vois, Janine. Avec elle, Véronica et Jean-Baptiste, l'aumônier du centre. La joie est cependant de courte durée puisque d'autres zombies débarquent pour attaquer le groupe de Joanne Dark. Après s'en être débarrassé, ils constatent que malgré leur gueule toute bleue, leur tendance cannibale et leur caractère soupolé, il s'agit bien d'êtres humains. Dr. John Carmack. Tiens donc. Et ça passe également à l'attaque du côté de Jean Ferdinand, où Janine se fait malheureusement tuer par un zombie. Et comme si ça ne suffisait pas, le virus sumérien leur coupe les communications. Son vicelard, c'est sumérien. Et là, c'est toute une armée de zombies qui vient s'en prendre à eux. Et autant dire que niveau mise en scène, c'est assez plat. Les zombies débarquent, les soldats tirent, les zombies tombent, et ainsi de suite. Au bout d'un moment, Jean-François finit par fuir courageusement pendant que Joanne Dark fait face avec ses flingues, son couteau, ses poings, sa tronçonneuse, jusqu'à ressortir vainqueur de ce face-à-face. Mais de l'autre côté, c'est pas la joie. Jean-Michel se fait tuer, Sabine se fait tuer, et Jean-François continue quant à lui sa fuite éperdue, poursuivi par des zombies qui sont quand même sacrément en forme pour des cadavres. Et il finit par tomber sur Joanne Dark, qui l'accueille comme il se doit. Les deux groupes finissent ensuite par se rejoindre, mais deux personnes sont manquantes. Le capitaine et soldat masculin interchangeable qui tombe sur une main. Du côté du capitaine Jean Ferdinand, ça commence à devenir tendu, ce dernier étant acculé de tous les côtés, et voilà. Je l'avais dit ou je l'avais pas dit? Par contre, j'adore comme ils mettent 3 heures à réagir avant de venir l'aider alors qu'il était littéralement à l'autre bout du couloir. Bref, là-dessus, Joanne Dark décide d'interroger Jean-Marc parce qu'en tant que geek de la bande, il est forcément au courant de ce qui se trame sur la station. Il leur apprend alors que les scientifiques du coin sont apparemment entrés en contact avec des extraterrestres. Putain, j'en étais certain. Et avant qu'il ne puisse en dire plus, le docteur Betruger fait son retour. Parce que la main, c'était lui en fait. Vous vous en doutiez pas, hein? Dans le vaisseau, le pilote se rend compte que quelque chose cloche avec Daisy quand cette dernière refuse de procéder au décollage. Et comme une mauvaise nouvelle n'arrive jamais seule, un imp débarque. Du côté des soldats, Betruger finit par leur raconter la nature de ses expériences avec les portails, leur révélant que ces derniers étant constitués d'un composé chimique inconnu, ils sont forcément d'origine extraterrestre. Et s'ils ne sont pas d'ici, c'est qu'ils viennent forcément d'ailleurs. Nous sommes d'accord. Ça ne s'invente pas. Le truc, c'est que Betruger prétend n'avoir aucun souvenir de ce qu'il s'est passé suite à l'ouverture des portails. Tiens donc, comme c'est bizarre. Faut pas être Albert Einstein pour deviner. Ouais, fais quand même gaffe à ce que tu vas dire, mon con. Vous branchez le truc, et on voit arriver ces machins qui débarquent dans ces eaux. Non. Donc c'est où? Sérieusement? Un vrai abruti. Bref, la théorie, c'est qu'une entité maléfique a débarqué depuis le portail, prenant possession des scientifiques et les transformant en démons. Ces dalles ne servent pas à voyager. Elles entrouvent la porte des enfers pour que ces créatures nous atteignent. Moi, c'est pas mon boulot de tuer des démons. Ah donc des extraterrestres, pas de problème, mais des démons non, on fait ça mijorer? Le ton finit cependant par monter entre Joanne Dark et Betruger quand ce dernier interdit aux soldats de partir avant d'avoir rétabli l'alimentation. Ces portails sont la plus grande découverte de l'histoire de l'humanité. Je ne vous laisserai pas les sacrifier. Chill ma gueule. Mais Joanne Dark finit par avoir le dernier mot. Ceci dit, il faut qu'il se mène le cul car il ne reste plus que 29 minutes avant l'autodestruction. Est-ce que vous croyez en Dieu? Mais on a toujours le temps pour parler de Dieu apparemment. Fort heureusement, le petit groupe finit par atteindre le vaisseau sans encombre. Mais quelque chose ne va pas. Le pilote est introuvable et Daisy semble être une sale petite menteuse. Morgan est au poste de pilotage. C'est alors que les imps passent à l'attaque, tuant un soldat masculin interchangeable 1 et 2 et s'en prenant à Joanne Dark à grands coups de Kamehameha. Et ils avaient quand même une meilleure gueule quand c'était l'équipe de Stan Winston qui s'en chargeait. Même si bon, on va pas trop faire preuve de mauvaise foi, ça passe, c'est juste que la lumière et la mise en scène ne les mettent pas du tout en valeur. Et si la plupart des personnages tentent de faire face avec plus ou moins de succès, du côté de Jean-François, le naturel revient vite au galop. Avant de repartir au combat, Joanne Dark confie une arme à Véronica qui s'en sert immédiatement pour menacer la porte. Dark fait ensuite face à un imp déchaîné qui détruit le poste de pilotage et est à 2 doigts de prendre possession d'elle quand l'aumônier, qui est un putain de badass, débarque pour la sauver. Bien joué mon con, gaffe au Kamehameha par contre.
Pas de bol. Mais Joan d'Arc profite de cette diversion pour buter Limp. Elle se rend ensuite au chevet de son sauveur pour procéder à ce que l'on appelle communément la séquence émotion. Et pendant ce temps, Carly I am Carly and I am the best of all. est en pleine chasse à Limp, mais se trouve en bien mauvaise posture. Fort heureusement, Jean-François semble avoir retrouvé ses couilles et fait donc son grand retour pour lui porter secours. De l'autre côté, Véronica révèle à Beth Ruger que s'il n'a aucun souvenir de ces dernières heures, elle par contre l'a bien vu pénétrer à l'intérieur du portail avant l'arrivée des monstres. Une nouvelle qui n'a pas spécialement l'air de l'enchanter. Il nous cache des choses, le petit saligo. Bon du coup, les survivants réalisant qu'ils ne peuvent pas quitter Phobos, l'ambiance est un petit peu morose. On est cloué là. Et ils ont même pas une Proteus 3.2 pp pour passer le temps, les pauvres. Beth Ruger saisit donc l'opportunité et propose d'utiliser les portails pour rentrer sur Terre. Et comme ils ont pas 36 solutions étant donné qu'il leur reste environ 20 minutes avant que ça pète, Joan accepte le plan aux grand dames de Jean-François. Si on réactive vos portails, qui peut me dire quelle autre cochonnerie va débarquer? Des cochonneries bien foutraques, c'est moi qui te le dis, bougre de Galapia. Joan d'Arc finit cependant par convaincre ses compagnons en faisant preuve d'éloquence. Si on attend, on crèvera, et si on fait rien, on crèvera, alors quitte à crever. Autant que ce soit en combattant. Du coup, la joyeuse bande se prépare à partir, mais Jean-Marc ne cache pas son étonnement face au plan de Joan d'Arc, déclarant que Beth Ruger a pas l'air spécialement sain d'esprit. Mais Joan d'Arc, qui a un cerveau fonctionnel, lui révèle qu'elle n'a aucunement l'intention d'utiliser les portails. Ce qu'elle veut, c'est que Beth Ruger leur foute la paix pendant qu'ils partent rétablir l'alimentation. On la lui fait pas, Joan d'Arc. L'équipe repart donc dans les couloirs du complexe, RAS. et le suspense est à son comble, RAS. sans parler de l'adrénaline. RAS. Ils finissent par atteindre la salle du réacteur, où Jean-Marc se met au travail pour rétablir le courant. Et là, Beth Ruger décide de briser le silence et de balancer du gros dossier sur Joan d'Arc, comme ça, gratuitement. Et c'est grâce à vous que Rudolf Martin est en liberté. C'est l'un des plus dangereux terroristes au monde. Ok, alors déjà, c'est écrit avec le cul, et ensuite, pardon, mais y a pas moyen de prendre au sérieux un terroriste qui s'appelle Rudolf. Le scientifique, qui a clairement décidé de foutre la merde, passe ensuite aux collègues de Joan d'Arc, racontant la manière dont ils se sont tous désolidarisés d'elle suite à son erreur. Quant au capitaine Savage, il voulait que le lieutenant Dark soit accusé de trahison. De trahison, passible de la peine capitale. Ça y est, j'ai fini. Bon, au moins Jean-Marc est pas plus perturbé que ça. L'alimentation enfin rétablie, Beth Ruger décide de buter cette pauvre Véronica qui en savait trop visiblement. Sur ce, il se casse et laisse nos soldats faire face aux Imp. Un face-à-face qui se solde malheureusement par les tragiques trépas de Jean-François et de Carly, qui n'est finalement pas la best of all. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller. Ça va aller, elle va mourir gros hein. Nos deux derniers survivants doivent donc désormais stopper Beth Ruger qui prévoit d'ouvrir les portails, laissant une armée de cochonneries débarquer sur Terre. Ils foncent donc au niveau 4, un niveau top secret dont Véronica leur a révélé l'existence avant de mourir. Sur la route, ils tombent sur l'armurerie et sur le BFG. Tiens donc, comme dans le film de 2005. Bon, sauf que celui-là il pue un peu le plastique. Ils se remettent ensuite en selle, ce après que Joan d'Arc nous ait gratifié d'une nouvelle séquence émotion. J'ai déconné. Je croyais être la meilleure. Je croyais devenir un héros. Et tout mon groupe a été tué. Ouais, c'est terrible. C'est encore long. Il se dirige ensuite vers l'ascenseur, seul moyen d'accéder au niveau 4, et Jean-Marc en profite pour faire part de sa phobie des ascenseurs. Et c'est alors qu'un Imp farceur l'embarque dans la cabine. Il va affronter sa peur, c'est bien, il en ressortira grandi. Ou mort. Après avoir buté 2 zombies et un Imp avec le BFG, Joan d'Arc se rend au niveau 4, qui aurait bien besoin d'un bon coup de balai. Elle rejoint alors la salle du portail, et donc Beth Ruger, ainsi qu'un Jean-Marc passé du côté obscur qu'elle se voit obligée d'achever bien malgré elle. Elle se trouve ensuite à la merci de Beth Ruger, qui dévoile son plan maléfique de méchant diabolique. En gros, il va rendre la terre aux démons, car ces derniers en étaient en fait les proprios originels. Beth Ruger, en fait, il veut juste rendre service. C'est le bon gars, au fond. Mais bon, comme ça commence à faire long, Joan reprend la main et Voilà, ça c'est fait, on n'en parle plus. Ah, le petit fumier. Va falloir soigner ça, mon gars. Là-dessus, Beth Ruger envoie Joan d'Arc à travers le portail, non sans avoir balancé une punchline au préalable. On ne tue pas ce qu'il est déjà. Joan d'Arc se retrouve donc téléporté dans la dimension d'origine des démons, un territoire pas ultra accueillant. Pas forcément le genre d'endroit propice au pique-nique du dimanche midi. Bien vite, elle se trouve cernée par les créatures et le boss final qui part en monologue, déclamant sa haine de la race humaine qu'il considère comme des parasites. Le monologue classique du méchant classique. Sauf qu'il s'adresse à elle dans une langue qu'elle ne comprend pas. Et il s'apprête à envoyer son armée pour envahir la Terre, le bougre. Tout espoir semble perdu, mais heureusement, Joan finit par retrouver la foi en repensant à sa mère, ce qui lui donne la force de se battre. Elle explose donc la big gueule du big boss avec son big fucking gun, puis envoie des grenades à la tronche de son armée avant de retraverser le portail, direction la Terre. Ah, ça veut dire qu'on touche au but. Là, elle est accueillie par Jean-Philippe, qui lui demande où se trouve le docteur Beth Ruger, ce dernier venant juste de leur demander d'ouvrir le portail. Du coup, elle panique et leur demande immédiatement de condamner le portail, mais forcément ils l'écoutent pas, le portail s'active, C'est sûrement le docteur Beth Ruger qui arrive. et quelque chose débarque. Ouais, il y avait plus de budget. Pas de bol. Bref, c'est donc ainsi que s'achève Doom Annihilation, et comme prévu, c'était vraiment pas fou. Des personnages sans charisme, une histoire cousue de fil blanc, une mise en scène qui ferait passer Bartkowiak pour Spielberg, Doom Annihilation, c'est le genre de film fauché qui n'a franchement rien à offrir à part une platitude absolue. La seule chose de positive que ce film aura accompli, c'est de faire relativiser pas mal de monde quant à la qualité du film de 2005.
Voilà. Et même en tant qu'adaptation de Doom, ça fonctionne pas des masses. Malgré la présence explicite de l'enfer et celle de Betruger, l'antagoniste du jeu Doom 3, le film est beaucoup trop cheap pour faire honneur au jeu dont il est censé s'inspirer, et beaucoup trop sage pour offrir le genre de divertissement violent et régressif qu'on est en droit d'attendre de la part d'un film Doom. Bref, une grosse perte de temps. Mais avec un budget aussi limité et un Tony Giglio à la barre, on pouvait s'y attendre. Et le plus drôle, c'est que le film a apparemment eu assez de succès pour qu'une suite soit mise en chantier. C'est en tout cas ce qu'avait déclaré Giglio sur Twitter peu de temps après sa sortie. Monde de merde. À l'heure actuelle, le script est achevé, mais le Covid a bousculé le calendrier d'Universal, ce qui fait que le projet est actuellement en stand-by. Mais Giglio ne désespère cependant pas de le tourner un jour. Ce serait dommage de pas faire une troisième vidéo sur le sujet, hein. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a fait marrer, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, venir me soutenir sur Utip ou Tipeee si vous vous sentez généreux, et je vous dis à bientôt, salut!